Bienvenue au podcast sur la piste du crime. On n'est pas des avocats, ni des experts en crime. On est juste un couple qui aime se raconter des histoires. Dans notre podcast, il va y avoir des sujets difficiles à entendre. Trigger warning pour les gens sensibles. Mais si t'es sensible, qu'est-ce que tu fais à écouter du true crime? Parfois, il va y avoir du sacrage. Parce qu'un violeur, c'est pas juste une marde. C'est une estie de marde. Puis on va pas se le cacher. Un tabarnak bien placé, c'est drôle en crise. Puis si t'aimes pas ça, je m'en calisse. Épisode numéro 16, Mireille. Non. Comment que tu te sens pour de ça? Pas mal indifférente. Ah oui? Mais qu'on soit rendu à 20, comme tu sais, les chiffrons. Ben moi, Les chiffrons. moi, je suis ingénieur, je suis programmeur. 16, c'est un nombre très rond pour moi. Ah bon. Oui. 2, 4, 8, 16, 32, 64. On continue ainsi de de même. suite. C'est ça, oui. Ça, c'est des nombres ronds. Fait que moi, je suis fier de ce premier comme gros nombre rond-là à la fin. Ah, OK. On sera fier à 20 aussi, si tu veux, là, mais ça va être un petit peu moins spécial. Il y a quelqu'un qui nous a référé comme un baby podcast. Hein? Je sais pas si je en avais parlé la dernière fois, mais on est un baby podcast. C'est ça que tu avais? Oui? Bébé podcast? Oui, à cause on est nouveau. On était encore un petit podcast bébé. OK. Je me demande pas combien de mois, mais à combien d'épisodes est-ce que tu matures, là, puis tu deviens un ado podcast marabout, là, tu sais? Ouais. Ça devrait être 16. Ouais. 16, c'est pas mal ado marabout. On connaît ça. On connaît ça. On parle d'expérience. Regarde ma tasse, ça a le rapport. Je pense pas que la caméra est assez bonne que le monde peut lire. Oui, ça dit, well, aren't you just a little ray of pitch black? Bon, fait avant qu'on se mette à enregistrer, Mireille m'a rappelé que ça fait plusieurs épisodes que j'oublie de lui donner un compliment. Oh God, c'est pas grave. Puis je pense que c'est depuis qu'on a pré-enregistré notre intro. Fait que là, on la dit plus à chaque fois au commencement, puis je pense pas de faire l'écriture de l'intro. Fait que je m'excuse beaucoup, ma belle, charmante et adorable Mireille, intelligente aussi. Il en manque probablement 2, 3 encore. Veux-tu arrêter? Mais je vais C'est correct. me reprendre au prochain épisode, ça va voir. J'ai fait comme un petit semblant de chialer à René, puis il s'en reprend. Mais là, je commence à regretter d'y avoir rappelé parce que, oups. Fait qu'on a eu beaucoup de nouveaux Patreons depuis la dernière fois aussi. C'est le fun! Oui, merci beaucoup pour votre support. Oui, je pensais vraiment pas qu'on aurait eu. Premièrement, je pensais même pas qu'on aurait eu aucun auditeur. Et là, d'avoir des Patreons, c'est encore plus awesome. Ouais, ça nous aide. Comme tantôt, Oui. j'ai été acheter une nouvelle caméra parce qu'il y en a une qui a planté. Puis on était capable à cause du Patreon. Je dis pas, je dis pas qu'on est pauvre, on n'est pas capable, mais c'est le fun de pouvoir remettre l'argent qu'on reçoit du Patreon dans nos... C'est ça, on va faire des améliorations tout partout. Yeah. C'est ça. Fait que, on fait un shout-out à Daphné, À Mireille, Lily, Aude Clou, Anne, Karianne, Isa Kat. et Mégane. Merci beaucoup la gang. Tous nos Patreons, on vous remercie énormément. Vous savez pas comment vous nous aidez. Fait que là aussi, suite à l'épisode spécial 2 de Halloween, il y a des gens qui nous ont partagé des histoires paranormales qui leur est arrivées. On va en compter une au début de chaque épisode pour le prochain petit bout, là. C'est ça. Donc, à mesure qu'on en reçoit, ça va juste aller comme en ordre qu'on les a reçus. Comme ça, c'est fair pour tout le monde. Ça va pour ça? Yes. Fait que tu vas raconter la première? Oui, OK. Vu que c'est René qui raconte aujourd'hui, vous allez devoir m'endurer. OK. Donc, v'là quelques années, j'étais avec mon nouveau copain. J'avais peut-être 16 ou 17 ans, puis on marchait le soir dans le parc près de mon ancien appartement. Le ciel n'était pas couvert, on voyait très bien les étoiles et tout. Puis à un moment donné, ça a commencé à s'assombrir. On a commencé à voir, au début, je pensais que c'était comme 3 étoiles en triangle. Ah, c'est comme mon histoire, René. Puis je suis comme, hey, regarde ça. T'as-tu vu ça, les étoiles? Tu sais, ils sont vraiment brillants. J'ai pas vraiment porté attention, mais je suis comme, Caroline, c'est rare qu'ils sont aussi proches que ça des unes des autres.
Pas comme la ceinture d'Orion, non. Moi, c'était vraiment comme un triangle. Et puis là, à un moment donné, ça commençait à bouger. C'était vraiment brillant. Pas au point de dire que c'était des lumières, mais c'était très, très brillant. Puis ça s'est mis à bouger super lentement. Puis là, je dis, OK, c'est-tu parce que je marche puis ça fait un effet comme si ça me suivait? Puis à un moment donné, pouf, on les voit plus. Il n'y avait plus de lumière, plus de brillant, rien. Puis le ciel, tu sais, j'ai dit que ça s'était assombri, ben c'est redevenu normal. Comme si un nuage avait passé. Tu sais, l'assombrissement aussi, ça avait disparu. Là, on s'est dit, OK, on n'en fera pas de cas. Mais environ 10-15 minutes plus tard, maximum 20, on regarde encore. Ben, Colin, c'est revenu. Les 3 trucs brillants qu'on avait vus dans le ciel, ils étaient revenus. C'était un petit peu plus gros que la première fois qu'on les avait vus. Puis là, on voyait clairement que ça bougeait. Il y avait une toute petite lumière rouge qui clignotait. Pas comme un feu rouge, là. C'était quand même très lent. Puis à un moment donné, on l'a juste vu comme disparaître très vite. Puis on a fait « OK, est-ce que tu as vu la même chose que moi? » À ce jour, on ne peut toujours pas l'expliquer c'était quoi. Tu as pensé à la tienne un peu? Oui, hein? les 3 lumières en forme de triangle. Uh-huh. C'est pour ça que j'ai fait « Wow, OK, René, c'est comme la mienne. » Mais c'est ça, donc je me souviens pas c'est quoi le nom de la personne qui nous l'a envoyé, donc. Ça, c'était Valérie. Valérie, c'est ça, excuse-moi, Valérie. Mais c'est ça, donc Valérie, là, on peut jaser, toi et moi, parce que ça sonne pas mal pareil. Puis c'est spécial aussi qu'elle dit qu'ils ont témoigné de la même chose 2 fois. Oui. Tu sais, comme 15 minutes plus tard, ça revient. Ils ont revenu, c'est bizarre. C'est creepy. Oui. Mais c'est ça, comme moi aussi, c'était des lumières en triangle qui bougeaient, donc c'est vraiment bizarre. Puis, ils ont vu la même chose, puis ils n'ont jamais été capables de l'expliquer. Mais c'est ça, donc mais merci Valérie de nous avoir envoyé ton histoire, c'est super cool. Oui, merci. Mm-hmm. J'ai des tarlas aussi. Oh, OK. Mais j'ai pas l'endroit. C'est ça qui me... Parce que je l'ai pris d'un site, puis c'était comme Canada's Dumbest Criminal 2024. OK, ben c'est pas grave si on sait pas c'est où. Ouais, c'est juste plate qu'on le sait pas. J'ai... Donc, sur mon téléphone, dans mon docs, j'ai un onglet Tarla, juste exprès, qui s'appelle Tarla. OK, donc, il y avait un bon samaritain qui avait remarqué un vieux monsieur qui était en train de se faire voler. Oh. Donc, il se faisait attaquer, il se faisait voler. Il se fait cambrioler, là, ouais. Ouais. OK. Donc, c'était sur le bord de la rue. Et puis, le bon samaritain, il a voulu aider le monsieur. Il l'aide. Il frappe le voleur d'en face. OK. Le voleur était tellement fâché que ça avait fait frapper, comme randomly, là, qu'il a appelé les polices. Là, il est bien cave. Ouais. Il a appelé les polices pour se plaindre. Il a porté plainte contre le bon samaritain. J'essayais de faire un vol, là. Puis là, il y a un hostie de fou qui m'a punché d'en face. Oui. Calice. Ça n'a pas de bon sens, hein? Il y en a j'en ai un autre. Deux comique. Tarla. Oh. Oui. C'est du même site. Donc, t'as-tu déjà entendu parler de comme apporte ton enfant à l'ouvrage? Ouais. Comme il y a un jour pour ça, là. Oui. Ouais. Bring your child to work day, là. C'est ça, donc t'amènes ton enfant au travail. Ben, celle-là, c'est comme... Tu sais, si t'es voleur, t'amènes ton enfant avec toi. What? Right? Il y a quelqu'un qui a fait ça. Il y a un monsieur, OK, à quelque part, qui amène son enfant avec lui, son bambin avec lui au travail. OK, mais un petit Au bout de travail, dernier. entre guillemets, là, right? Un petit bout. Puis, il est rentré dans un pet shop pour voler. Dans une animalerie. Dans une animalerie. Donc, il vole plein d'affaires, des animaux, puis qu'est-ce qu'il oublie? Il oublie son petit gars. Il oublie son petit gars. Pauvre petit gars. Ah. Mm-hmm. Je ris, mais comme c'est pas... Ben, c'est drôle d'une manière, là, ouais. Il oublie son enfant. Innocent. Fait comme ça, c'est une charge de plus. Oui. Good. Il y a une charge de négligence. Il faut être cave. Oui, mais c'est pour ça qu'on a le segment de Tarla du Canada. Tarla du Canada. Le Tarla du Canada. On le fait pas toujours. Il faudrait pas l'oublier. Mais c'est à cause qu'on n'en a pas toujours.
Ouais, bon, C'est pas Florida Man, là. Florida Man, tu peux typer tu peux googler ta date de fête, puis il y a quelque chose qui va sortir, right? Mais ça savais-tu, c'est pas nécessairement à cause que tout le monde en Floride sont calmes, c'est qu'ils ont une obligation de tout publier, qu'est-ce qui passe en cours. C'est pour ça que ça paraît comme qu'il y a beaucoup de niaiseries, mais c'est à cause que tout est publié dans le journal là-bas. Tout. OK. Tout est public. Parce que j'ai beaucoup de questions, mais souvent, à propos de ça. Parce que des fois, il n'y a pas de détails. Comme la femme qui avait poignardé son mari avec un écureuil. Comment? Ouais, c'est comme... Puis là, peut-être j'ai tort, là, mais c'est peut-être juste comme le nom des cas, puis peut-être 2-3 phrases qui décrit c'est quoi là, dans le journal. Là. Comme, je pense pas qu'il y a un texte complet de chaque procès, là. Mais il y a une description brève. OK. All right. Ben, c'est ça. Ben, ce serait fun d'avoir ça ici aussi. On aurait plus de tarla. Ouais. Oui, il y en a en masse. Ben, il n'y en aurait pas plus. Je suis sûre qu'il y en a en masse. Tu n'en connaîtrais plus. Ouais, OK. Oui, mais je veux dire, pour nous, on en aurait plus. OK, on va-tu commencer ça, là? Oui! J'ai pas hâte, mais j'ai hâte. Donc, René. Oui, Mireille. Où est-ce que la piste nous amène? Ce soir, Mireille, je t'amène à Vermilion Bay, en Ontario. Oh! C'est un petit village sur la route 17 entre Kenora et Dryden, près de la frontière avec le Manitoba. C'est tout petit, puis c'est même pas incorporé, fait que je peux pas te dire combien de gens qui habitent là. Comme d'après Google Maps, ça a l'air peut-être 100, 200, 300 personnes. C'est comme Kettigan? Un tout petit village. Non, ben, peut-être au Pesatica, mettons. Pesatica, Mathaïs, quelque chose de même. All right. Mais j'ai jamais été là, fait que c'est peut-être un peu plus petit ou un peu plus grand. OK. C'est le 21 novembre 1985 en soirée. May Favel, une femme Ojibwa de 52 ans, se réveille dans une cellule de la PPO avec un sérieux mal de tête, à des grises et hangover à planche. May demande à la première policière qu'avouée si son conjoint est là. Y est-tu au poste lui aussi? La policière fait signe que non avec sa tête et continue sans dire un mot. Mystérieux. OK, mes sources pour le cas de ce soir. C'est le livre... Mon Dieu, t'as-tu déjà fini? Ben oui, c'est ça. Non, j'aime ça dire les sources au début. OK. À moins que ça révèle quelque chose de clé à bout du col. Fait que mes sources, c'est le livre Women Who Killed par Lisa Priest. Ça fait une couple de fois que je m'en sers, ce livre-là. Il y a plusieurs bons cas dedans. The Canadian Encyclopedia et puis des articles du Winnipeg Sun. Partie 1. Je suis une parmi des milliers. May Favel, née en 1933, est une femme Ojibwa parmi des milliers qui ont souffert à travers le système d'école résidentielle. A grandi dans un pays, notre pays, le Canada, où on lui arrache sa culture et sa langue, de façon systémique et institutionnelle. On remplace sa culture et sa langue par celle de l'Européen. Si elle parle Ojibwa à l'école, elle est punie. On la force à apprendre l'anglais et à étudier la catéchèse, dans le but d'effacer sa culture, sa langue, puis sa spiritualité. De faire d'elle une véritable Canadienne. Je ne vais pas m'attarder plus que ça sur les écoles résidentielles parce que j'ai un épisode là-dessus qui s'en vient dans les prochains mois. Mais je veux juste rendre ça clair que May a été aux écoles résidentielles quand elle était jeune, puis ça détruit une personne complètement. Ça détruit son identité. Au Canada, d'après le recensement de 2021, il y a environ 1 million d'Autochtones. Près du 3/4 d'entre eux ont le statut d'Indien d'après la loi canadienne sur les Indiens. Oui, mes chers amis européens, c'est comme ça que ça s'appelle, la loi canadienne sur les Indiens. Depuis 1870, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est pas de ma faute. Si je pouvais, je changerais le nom. C'est tellement stupide parce qu'ils changent plein d'affaires. Ils ont changé comme des noms de rues, ils ont changé des noms d'écoles, puis celui-là, on va garder ça, le statut indien. Oui, comme il y avait l'école Jean Vanier dans un conseil ici, puis elle a été renommée à l'Envolée du Nord parce qu'il y a des histoires sur Jean Vanier qui ont sorti. Là. Ben, c'est ça. Fait qu'ils ont tous renommé les choses Jean Vanier. Puis même, c'est-tu à Gatineau ou à Ottawa, là, il y a une rue qui avait été changée aussi pour... sûrement, mais je me rappelle pas du nom. Ça fait pas longtemps, là, quand on est allé. En tout cas. OK. Fait que je continue. Un Indien enregistré, donc un individu qui a le statut d'Indien, a le droit d'habiter sur une réserve. C'est un endroit où, la plupart du temps, il n'y a pas d'emploi, pas de ressources, pas d'indépendance. S'ils sont chanceux, ils ont l'eau courante.
La plupart vivent dans des conditions aucunement dignes d'un pays du G7, sans toilette intérieure, sans système de chauffage, plusieurs générations dans une même maison, beaucoup trop petite pour eux. Un des fléaux qui affecte beaucoup les Autochtones au Canada, c'est l'alcoolisme. Le Canada a détruit plusieurs générations d'Autochtones avec des lois discriminatoires et des écoles résidentielles, puis toutes sortes d'injustices systémiques. Ça fait des gens pauvres, des personnes qui ont mal. Puis, quand tu as mal, tu cherches une façon d'alléger ton mal. Souvent, c'est l'alcool qu'ils choisissent pour engourdir leur douleur. Je vais être le premier à admettre que, ici dans notre région, dans le nord de l'Ontario, on a souvent des préjugés envers les Autochtones. Mais quand on étudie notre histoire pour plus que 2-3 minutes, on se rend compte assez vite que c'est nous, le Canada, qui les ont rendus pauvres, qui leur ont arraché leurs enfants, leur terre, leur culture et leur langue. N'oubliez pas ça la prochaine fois que vous aurez un sentiment de préjugé envers un Autochtone. Fac, May est envoyée à l'école résidentielle. Elle a grandi dans un environnement défavorisé, là où tout le monde boit pour s'éloigner du mal, pour engourdir la douleur. Thomas Favel, un de ses neveux, dit que la plupart de notre famille étaient des alcooliques. On a tous commencé à boire à un jeune âge, puis moi aussi. L'alcool détruit les familles. La famille de May n'est pas une exception. Les parents de May se séparent quand elle est encore gamine. Lorsqu'elle est adolescente, âgée de 16 ou 17 ans, donc en 1950 à peu près, May épouse John Favel, qui a environ le même âge lui aussi. Là, je sais, peut-être tu te poses la question s'ils ont le même dernier nom. C'est juste, je ne sais pas si tous les documents que j'ai trouvés donnent juste le nom de marié à Favel, puis qu'on ne sait pas c'est quoi son nom de fille. Ou peut-être qu'il y a une autre tradition de nom aussi, là, parce qu'ils n'ont pas toujours... ils se sont fait assigner des noms souvent, ce monde-là. C'est vrai. En tout cas, peut-être Favel, c'est pas son nom de fille. OK. Si elle a un nom de fille. Ouais. Le couple a un premier enfant, Clarence, quasiment immédiatement après le mariage. 6 autres enfants suivront dans le prochain 15 ans. Oh mon Dieu, wow! Ouais, Viviane, Carole, John Jr., Dorothée, Valérie et Lisa. May est stricte et sévère avec ses enfants. Elle les discipline physiquement, particulièrement Clarence, le plus vieux. Là, je ne veux pas trop juger l'élevage des enfants non plus dans les années 50 parce que c'était un différent temps. Je pense que c'était beaucoup plus accepté. Là. Ah, je pensais que tu avais dit 85. Quand elle est dans la cellule, au début de mon histoire. Là, OK, excuse, j'ai manqué un bout. Mais là. Ouais. OK. Là, je te parle d'elle quand elle est plus jeune. OK, je comprends. Elle s'est mariée en 1950. Oh, OK. All right. Ouais, fait que je veux pas trop juger sur comment elle discipline ses enfants. Là. Dans ce temps-là, c'était très différent. Là. À l'école aussi. Je veux dire, la discipline physique, c'était normal, c'était vu normal dans ce temps-là. Là. Étant mère à un jeune âge, mais n'a jamais vraiment eu d'adolescence et de vie libre à elle-même. C'est la belle période de temps que nous autres, on a à cette heure, où que notre seule responsabilité est à nous-mêmes. La vie mariée va pas trop bien pour May. Puis en 1968, elle et John se séparent. J'ai pas plus de détails là-dessus, désolé. Presque immédiatement après sa séparation, elle rencontre Ernest Pelly, le cousin à John. Je te rappelle que Vermilion Bay, c'est un petit village. Puis Ernest, c'est lui qu'elle cherche dans la cellule au début. OK. C'est son chum. OK. Elle dit « Hey, mon chum, il est au poste de police? » là, c'est lui. OK, fait qu'on avance. En 1976, une tragédie frappe May et sa famille. Oh non. À un party à Vermilion Bay, le fils de May, Clarence, se retrouve dans une chicane. Il veut faire comme une vieille amie puis oublier tout ça, mais en sortant de la porte... Ouais, excuse, je devrais pas faire des jokes. Non. Mais en sortant de la porte, il tombe par terre. Il s'est fait tirer une balle dans le dos. Mais voyons donc. Clarence y survit, mais ses 2 jambes ne fonctionneront plus jamais. Elles sont paralysées. Ça, c'est son jeune, son plus vieux? Son plus vieux s'est fait tirer. Oh my God! Clarence est marié et a 2 enfants. Son rôle de père et de mari est sévèrement affecté par son handicap. Oh. Il se sent impuissant, Mais oui. incapable de vivre avec son handicap. Non. Pas longtemps après, il prend un fusil. Non. Puis il place sa bouche sur le canon. OK, non. Puis il plonge sa mère et sa famille dans le deuil. Ah, c'est que j'aille ça. Au Canada, le taux de suicide chez les Autochtones est 3 fois plus élevé que dans le reste de la population. Puis si on considère juste les jeunes de 15 à 24 ans,
le taux devient 6 fois plus élevé. Ah oui, c'est horrible. Surtout, puis je généralise pas, puis je fais pas de... c'est pas moi qui invente ça, là, mais surtout dans les réserves, c'est horrible le taux de suicide. Oui, c'est ça. Comme je dis, si on considère juste les 15 à 24, c'est 6 fois pire. Mais comme... Ouais, toi aussi, tu parles de juste en réserve? Ben juste les 15 à 24, comme en majorité. Mm-hmm. Quand tu dis quoi, je sais pas si ça l'inclut. Ça doit inclure tout le monde, réserve ou pas réserve, ça, là. Oui, mais je fais juste C'est dire énorme, en ouais. réserve, c'est très grave. Le suicide de Clarence devient le sujet triste et pénible d'histoires racontées en vidant des bouteilles de vin, de bière et de fort. C'est la raison éternelle pour May de boire, de noyer sa douleur dans l'alcool. Son conjoint Ernest boit aussi tant, sinon plus que May. Avec son alcoolisme en chute libre, Ernest est de plus en plus abusif envers May. Oh, fudge. Au mesure que les années avancent, la douleur physique et émotionnelle devient routine, devient normale pour May. Elle a sans doute pensé elle aussi que la mort serait peut-être un soulagement à sa souffrance. Partie 2. Je suis dans une cellule. Je te ramène au début, Mireille. OK, 85. Mais dans une cellule du poste de la PPO à Vermilion Bay. Elle demande si Ernie est là lui aussi. Dans une autre cellule, peut-être? Mais May reçoit seulement qu'un hochement de la tête en réponse, indiquant que non. Elle se souvient pas trop de ce qui s'est passé. Elle a trop bu et elle a un blanc de mémoire. Elle se dit, sûrement on s'est fait ramasser parce qu'on était trop sous, chose qui lui était arrivée plusieurs fois à elle et Ernie. Mais May est pas mal maganée. Elle a de l'air comme si elle s'est fait tabasser. Mais apparemment, ça préoccupe pas bien les policiers. Les chicanes entre May et Ernest étaient assez routines. Un peu après minuit, 2 policiers viennent parler à May. Ils lui disent « Ernie est mort. Tu vas être accusé de meurtre. » Holy shit! Je m'en doutais un petit peu, mais what? Meurtre, a dit, en essayant de se souvenir ce qui s'y était arrivé. Fudge. Puis un policier lui demande « Tu comprends ce que ça veut dire, meurtre? » May fait signe que oui. Elle veut faire une déclaration à la police. Elle veut dire tout qu'est-ce qu'elle se souvient d'eux. Mais l'entrevue est arrêtée après quelques minutes. C'est inutile parce qu'elle se souvient de rien qui serait important pour l'investigation. So what? C'était un blackout? Complètement. Holy moly, OK. Elle dit « Holy shit, holy shit ». Elle n'arrête pas d'être incrédule envers ce qui arrive. Dis, mon Dieu, dis-moi ce que j'ai fait. Pourquoi que tu as pris un verre? Tu vois à quoi juste un verre peut mener? C'est des choses qu'on l'entend dire. Mais d'habitude, là, quand tu bois jusqu'à temps que tu blackout, là, tu passes out. T'es pas au point de commettre un meurtre. Je pourrais pas parler d'expérience là-dessus. Là. Non, Je me suis mais jamais rendu là. Non, mais t'as déjà été sous, là? Oui. Comme tu trouves pas la force de faire un meurtre quand t'es sous. Anyway, je sais pas ce qui est arrivé, je viens de dire. Ouais. Pas grand monde qui ont vécu ce que cette femme-là a vécu. Là. Non. OK. Elle demande aux policiers comment que Ernie est décédé. Il a été poignardé dans l'aine, au haut de la cuisse gauche. La dernière chose que May se souvient d'eux, c'est qu'elle et Ernie sont allés au magasin acheter de l'alcool. Et ensuite, ils ont invité John Favell, tu sais, son ex-mari, qui est là aussi le cousin à Ernie. Ouais. Ils l'ont invité pour qu'il vienne prendre un verre avec eux autres. Oh. Mais elle se met à pleurer. « Mon Dieu, Ernie, je t'aime! » Tu sais, elle est en grosse panique. Là. Elle est trop émotionnelle pour continuer à parler. Fait qu'on la ramène dans sa cellule. Elle comprend pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui est arrivé exactement le 21 novembre 1985? Mais s'en souvient pas. Elle se souvient pas qu'Ernie s'est fait poignarder, ou même si c'est réellement elle qui l'a poignardé. Elle ne sait pas. Après qu'elle est accusée d'homicide involontaire, mais est libérée sous caution. Avec une condition qu'elle se rende au manoir Clarissa, c'est un centre de traitement pour les alcooliques à Kenora. Là, elle rencontre la directrice du centre, Doris Horn. Doris Horn, elle connaît très bien l'abus. Elle-même a été une victime d'abus physiques et sexuels. Doris connaît très bien l'alcoolisme aussi. C'est ça qui engourdit l'abus. Elle avait passé plusieurs années à boire parce que peut-être que le prochain coup de poing de son mari ferait moins mal si elle prenait un verre de plus. Oh, God, c'est heavy ton affaire. Il y a un trigger warning au début. J'en donne un plus tard parce que ça vient plus heavy, je m'excuse. Maintenant que Doris s'est libérée de son abus,
Elle aide des femmes en besoin au manoir Clarissa. À toute vue, il n'y a plus rien qui la surprend. Sauf quand May Favel est arrivée au manoir. Elle avait l'air hantée, dit Doris. Mon Dieu. Elle était une femme complètement brisée. Doris met toute son énergie dans May, parce qu'elle voit un peu d'elle-même en regardant dans les yeux à May. Elle voit les signes d'une femme battue, qui a souffert pendant de longues années. Avec le temps, une amitié se développe entre Doris et May. C'est Doris qui est photographiée avec May dans la seule photo de May que j'ai trouvée, photo qui va être disponible sur notre Facebook et Instagram. Les deux femmes parlent de leurs addictions à la bouteille de courage. Mais qu'est-ce que May cache dans son passé? May, elle trouve ça humiliant de parler de son abus, même si elle fait face à une accusation de meurtre puis qu'elle pourrait passer le reste de ses jours en prison. Doris, elle, est convaincue que May a agi en défense. Peu à peu, May révèle à Doris des traces de violence un peu partout sur son corps. Est-ce que ça serait assez pour convaincre un jury que May avait vécu 16 années terrifiantes avec un sadique violent? En septembre 1986, le procès à May Favel commence. May plaide non coupable à l'accusation de meurtre. Comment pourrait-elle être coupable? Elle ne peut même pas se souvenir de rien. Fait qu'elle ne peut pas avoir l'intention. Ça prend l'intention au Canada. Le docteur Pan, puis là, tu ne me créeras pas, mais son premier nom, c'est Peter. Peter Pan, t'es sérieux? Oui, c'est drôle. C'est ça qui est écrit dans le journal. Comme c'est-tu vraiment ça son nom? Je sais pas, mais c'est ça qui est écrit dans le journal. C'est quoi? Comme, je m'excuse, mais c'est vraiment drôle, ça, là. Une autre chose que j'ai trouvé drôle aujourd'hui, justement, qu'est-ce que j'écoutais, donc? Probablement un podcast de crime, là, mais en tout cas. Puis, elle parlait de son docteur, et puis c'était une femme qui s'appelait Dr. Pepper quelque chose. Ah ouais? Ouais. Dr. Pepper? C'était Dr. Pepper. Ah. Ouais. Drôle. OK, fait que Peter Pan, il est pathologiste de l'hôpital du pays imaginaire. Peter Pan. Ah, du pays imaginaire. Non, il est pathologiste à l'hôpital du district de Lac-des-Bois. Ah. Il témoigne que Ernest Pelly avait une alcoolémie de 425 mg au temps de son décès. La limite pour conduire, c'est normalement 80 mg. Puis Ernest dépasse cette limite de 5 fois. Le docteur Peter Pan, c'est que j'aime ça dire ça, il dit... Fait que Ernest, il a une alcoolémie de 425. Le docteur Peter Pan, il dit qu'une alcoolémie de 400 mg ou plus est normalement fatale. Son opinion est que Ernest aurait pu mourir même s'il n'avait pas été poignardé. As if. Dû au montant d'alcool qu'il y avait dans son sang. Ouais. Son taux d'alcoolémie, par exemple, il a probablement accéléré le décès, dit Peter Pan. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Mais certainement, la réelle cause du décès est un coup de couteau à l'intérieur de la cuisse gauche. Voyons donc. La coupure d'Ernest aurait nécessité seulement que 3 points de suture. Mais personne n'était en mesure d'appeler l'ambulance. Oh my God. Ou de contacter n'importe quelle aide, quoi que ce soit. Ernest est mort au bout de son sang après environ 1 heure, d'après le docteur Pan. Ensuite, le policier John Medland est appelé à témoigner. Il est contre-interrogé par Greg Brodsky, l'avocat qui représente May. Brodsky lui demande pourquoi est-ce que la PPO n'a pas pris aucune photo de May lorsqu'elle était détenue au poste. La PPO aurait dû remarquer qu'elle a été blessée, qu'elle avait des blessures au visage. Ernie l'avait frappée, mais la police n'a rien documenté. La réalité est que la PPO connaissait très bien May et Ernest. Ils étaient au courant de la violence dans la relation, mais ils se foutaient un peu d'eux. Ça, je t'ai pas dit ça. Je vais revenir là-dessus plus tard. Dorothy Day, une des filles de 26 ans à May, témoigne à son tour. Elle vivait dans la cabine avec May et Ernie. Le matin du meurtre, elle dit que quelques personnes étaient venues visiter May et Ernie. Les invités avaient emporté une 12aine de bouteilles d'alcool miniature avec eux. Oh boy. Oui, tout le monde se saoulait en avant-midi. Dorothy, elle n'aime pas ça, fait qu'elle est partie. May et Ernie étaient de très bonnes personnes, dit Dorothy, mais pas quand ils ont bu. Quand ils buvaient, ça virait à la violence. Puis sa mère en ressortait souvent avec des blessures ou des œils au beurre noir. Colin. Dorothy part de la cabine ce matin-là, puis elle prend un autobus pour se rendre à Ear Falls,
à une centaine de kilomètres au nord. La couronne appelle ensuite Maurice Bain à témoigner. C'est lui le propriétaire de la cabine que May et Ernie louent. Maurice dit que le jour du meurtre, Ernie lui a demandé d'emprunter 20 $. Ernie dit qu'il a besoin de 20 $ pour se rendre à des funérailles à Eagle River. Mais Maurice n'est pas fou. Il sait que Ernie c'est un alcoolique puis qu'il veut probablement de l'argent pour s'acheter de la boisson. Maurice refuse de lui prêter 20 $, mais Ernie insiste à plusieurs reprises puis il finit par lui donner. Maurice dit que Ernie avait déjà de l'air sous avant qu'il lui donne 20 $. Mais May, elle semblait pas saoule quand il l'a vu, il dit. Puis finalement, Maurice dit que May et Ernie semblaient pas être en chicane la dernière fois qu'ils les a vus, le matin du 21 novembre. Le lendemain en cours, c'est le tour de John Favell à témoigner. John, rappelle, c'est le ex-mari à May. Mm-hmm. Ils ont été mariés pendant 21 ans, puis c'est aussi le cousin à Ernie. John dit que le 21 novembre 1985, il a passé du temps chez May et Ernie à boire avec eux. Vers 15h45, Ernie est allé acheter 4 bouteilles de boisson, probablement avec le 20 $ à Maurice, et ensuite inviter John à boire avec eux. John accepte l'invitation et se rend à la cabine, là où May et Ernie habitent. Il a dit avoir bu 4 verres avec le couple, jusqu'à environ 17h15, mais c'est là qu'une chicane a éclaté entre May et Ernie. May, jalouse, s'est mise à crier après Ernie, en l'accusant d'avoir fourré le chien. Ah, voyons. Puis John, comme le reste du village de Vermilion Bay, connaît très bien le couple et leur chicane constante. Il sait que la chicane deviendra violente, puis il décide de quitter. Oh, Seigneur. Il se faufile en dehors de la porte en entendant les cris derrière lui. Tu couches avec Patsy Hill, s'écrie May pendant que John quitte. Environ 1 heure plus tard, à 18h15, May cogne à la porte chez John. Elle veut emprunter une coupe de cassettes. Tu sais, des VHS? Ouais. Parce que je pense qu'il faut que je l'explique pour nos jeunes auditeurs. C'est des films de l'ancien temps. Oh my sur un ruban magnétique. Fallait que tu recules ça jusqu'au début avant que ça commence. Be kind, rewind. Please be kind, rewind. Ouais. Et non, tout le monde sait c'est quoi des VHS. Ouais, pas certain, moi. J'ai travaillé dans une école. Ben, tout, t'as travaillé dans une école? Ben oui. Okay. C'était peut-être plus prévalent avec les adolescents qui parlent des vieilles choses. En tout cas, c'est le 21 novembre, puis il fait fret dehors, il fait moins 12, puis il y a de la neige. Oui, j'ai checké. J'aime ça checker la météo historique. Mm-hmm. Surtout quand ils disent, tu sais, il faisait fret, mais moi, je te crée pas. Je vais checker s'il fait fret. Faut que tu sois certain. Ouais. Ton coup. Fait que c'est ça, il fait moins 12, il neige, mais elle apporte pas de manteau. Sting qui est probablement chaude. Mm-hmm. John se dirige vers sa chambre pour ramasser 2 cassettes VHS pour May, et c'est là que May lui dit « Je pense que je l'ai tué cette fois-ci. » Ben voyons. Mais... OK. C'est ce que j'ai écrit, direct là? Suite après ça, j'ai écrit « Attends la réaction de Mireille. » Ouais. La réaction de Mireille est comme... C'était beaucoup d'en face aussi, ta réaction. Hein? Ouais, mais je comprends pas. Parce que tu penses que tu viens de le tuer. Ta première réaction, c'est m'aller regarder des films. Ouais. M'aller chercher Tu vas voir, deux films. J'ai une théorie pour ça après, là. On en parlera. Ben, j'ai plein de théories dans ma tête comme c'est là. Mais je sais que c'est une femme qui tue à cause de ton cas, c'est ça que c'est, the women who kill. Ouais, puis elle a été accusée d'homicide involontaire aussi, là. Fait qu'après qu'elle lui dit ça, May a dit à John, « Il nous reste encore une bouteille. Veux-tu venir chez nous prendre un verre? » Mais voyons. Je l'ai tué, mais viens-t'en boire avec le cadavre de mon chum là. Ouais. On va regarder des films. Oui, puis amène les 2 cassettes. Amène les 2 cassettes. T'as-tu sais quoi, les 2 cassettes? Non. Un film de avant 85. Ben, ça, c'est en novembre 85. Tu peux inclure beaucoup des films de 1985. En tout cas, John décide de la suivre pour aller voir qu'est-ce qui se passe réellement avec son cousin. Tu sais, clairement, May est vraiment saoule. Peut-être qu'elle dit n'importe quoi. Les 2 partent à pied et se rendent à la cabine. May dit à John, « T'aimeras pas ce que tu vas voir là-bas. » Come on! Non! Arrivé dans la cabine, John y aperçoit son cousin Ernie, par terre, à côté du sofa, il est recouvert de sang. Ah, c'est gross! Il a été là, il l'a suivi!
Ben, il voulait voir si c'était vrai, Mais oui, j'imagine. mais S'il mais pouvait t'appelles les aider. polices! S'il pouvait aider. Mais c'est ça. Fait que, t'as peu, là. John s'approche. Il place 2 doigts sur le cou à Ernie pour voir s'il y a un pouls. Mais il constate que son cousin est mort. Fait que John court chez un voisin puis appelle la police. Ah, OK, mais oh my God. Suite au témoignage de John, le juge, la couronne et la défense discutent d'urgence en privé pour discuter de l'impact du témoignage. OK. Il émerge 3 heures plus tard avec une décision choc. May change son plaidoyer. Elle plaidera coupable à l'accusation d'homicide involontaire. Ouais. Pas parce qu'elle s'en souvient, c'est parce que vraiment, il n'y a aucun doute que c'est elle qui a tué Ernie. Puis elle l'a avoué à John en plus. T'sais, elle dit « Je pense que je l'ai tué ». Ouais, mais c'est lui qui dit ça, là. Il y a probablement beaucoup d'autres éléments de preuve qui ont sorti aussi, là, mais à ce point-ci, là, ils ont décidé « Non, on change de plaidoyer, on essaye quelque chose d'autre ». Mais si John était là, ça aurait pu être John aussi qui l'a fait. Il y a des, comme, tu sais, il y a le sang sur le couteau, puis tout. C'est pas ça l'aspect important de l'histoire, là, fait que je saute un peu par-dessus ça. Là. OK. Mais- OK. So, il y avait assez de preuves pour dire que c'était C'est ça. elle. C'était pas juste le témoignage de John. Non. OK. C'est juste, OK. C'est beau. en nulle part, ça mentionne les autres éléments de preuve, sauf OK. je peux pas vraiment les inclure. Là. Mais Mais l'histoire il est y en quand a même bonne. Oui, non, je sais. Je fais juste dire. Fait que c'est ça. Son avocat tentera une nouvelle stratégie. Le jury accepte son plaidoyer et la déclare coupable. Le juge entendra la version des faits de May avant de livrer une sentence. OK. Le lendemain, May prendra la parole dans la cour et elle racontera le calvaire qu'elle a vécu pendant les 16 dernières années. Partie 4. Je suis la victime. Là, je te condense plein de témoignages avec celui de May pour te dresser un portrait de l'enfer que May a vécu. OK. Ernie était surnommé le Pincushion par le peu d'amis qu'il avait. Pincushion, OK. Il l'appelait comme ça en référence au raclé qu'il recevait de May. T'sais, en français, on pourrait peut-être dire comme un sac de frappe. Un punching bag? Ouais, mais pincushion, c'est. Ouais, c'est C'est où que plus tu mets des petit, petites aiguilles. mais comme qui est magané, tu sais. OK, ouais. C'est plein de trous, là. C'est ça. OK. C'est comme, ça se traduit pas vraiment bien, là, fait- mais les amis de May connaissaient très bien la réalité. Oh. C'est Ernie qui instiguait les chicanes et les batailles. May a fait juste se défendre. Oh my God, OK. C'est toxique, là. Ernie, tu l'as deviné, il y a un dossier judiciaire assez lourd. Entre 1962 et 1976, il a été chargé avec plusieurs agressions physiques, des entrées par effraction, des vols, incendies criminels. Tab. La liste est longue. Ouais. Les gens à Vermilion Bay l'aimaient pas plus qu'il faut. On lui fait pas confiance pantoute. Il est connu comme un voleur qui prendrait la chemise sur ton dos s'il pouvait. Oh oui, OK. Fait que Ernie, c'est une marde. Ouais. Aïe. Mais pourquoi donc est-ce que May reste avec Ernie Ouais, s'il est si mauvais que ça? c'est ça. Étrangement, May aime Ernie, puis elle l'aime beaucoup. Pendant plusieurs années, elle ne rapporte pas aucun abus à la police. Elle a peur que Ernie perde son emploi et que le couple perde leur revenu. Oh my God, c'est triste. C'est vraiment triste. Arc. Les voisins, eux autres, ils ont souvent appelé la police. Tannés d'entendre le criage, les batailles, les meubles se faire briser, tu sais, en essayant d'avoir un barbecue tranquille dans ta cour. Ouais. Même si la police s'est souvent rendue chez May et Ernie pour arrêter une chicane, ils n'ont jamais placé aucune charge contre Ernie. Ils disent qu'ils ne pensaient pas que May ou Ernie se présenteraient en cour. Puis en plus, ils ne voyaient pas vraiment May comme une femme battue. En partie parce qu'elle était un peu tomboy, assez costaud, elle pouvait se défendre. Elle était capable de crisser une bonne volée à Ernie, elle aussi. Certains policiers disaient que May battait Ernie plus que lui la battait. Mais là. Fait que tout ça, ça amène comme une attitude assez nonchalante de la police. Ouais. Mais tabarnak, ça fait pas d'elle une femme moins battue parce qu'elle se défend. Mais non. Ça veut juste dire qu'elle est forte puis elle est tough, mais quand même battue. C'est bien stupide. Oui. Peut-être que May et Ernie ont été heureux une fois ou deux dans leur relation de 16 ans, mais on aurait de la difficulté à voir autre chose que des brosses et des batailles. May avait toujours une nouvelle coupure, une nouvelle cicatrice, un nouveau œil au beurre noir. Mais
autrefois une jolie jeune femme Ojibwa, se saoulait tellement après une soirée violente avec Ernie qu'elle se dérangeait même pas de laver le sang séché de ses cheveux avant de sortir. Oh my God, non. C'est indifférente. Arc. Elle se rendait au resto le lendemain matin, pleine de sang, Oh non, non, non. pour boire un café et jaser avec n'importe qui, de n'importe quoi, sauf de la violence qui dominait sa vie. Au début, les gens de Vermilion Bay comprennent pas pantoute. Pourquoi est-ce qu'une femme endurerait tout ça? Thomas, le neveu à May, lui croyait que May et Ernie étaient satisfaits de se battre constamment. Il dit Ernie la battait, puis ensuite, elle abattait Ernie. Ben voyons. C'est pas vraiment surprenant qu'un d'eux finisse par mourir. Oh, sainte. OK, comme c'est normal. C'est- Ils normalisent ça, les autres. Ah, ben. Il y a plein de monde, c'est ça, qui normalise, qui ignore. Même qui... les polices. Ouais, ils sont juste comme Ah, ils font tout le temps ça. Ah, ah, ah. Mais puis Ernie. C'est drôle, ouais. Typical. Hey. Voyons. Tu sais, avec le temps, comme tu viens de dire, Ouais. les villageois de Vermilion Bay ont arrêté d'essayer de comprendre la situation. Ça devenait simplement une triste routine. Comme c'est normal, c'est eux autres. Mhm. Wow. Il n'y a aucun doute que May a elle aussi battu et été violente avec Ernie. Mais c'est parce qu'elle se défendait. C'est pas juste mon opinion. Le docteur qui l'a examiné pour sa défense, Alan Torrey, il témoigne que May a souffert de l'abus physique et sexuel extrême. Il déclare que May est la femme la plus battue qu'il a examinée de toute sa carrière. Non. Oh. Tellement que il suggère que May a besoin de chirurgie reconstructive Ah! pour réparer tout le dommage que Ernie lui a fait. Non! Oui. Ouch! Comme c'est dommage dans un sens que j'ai pas trouvé plus de photos de May, Oh mais my dans la God. une que j'ai trouvée, là, qui est sur notre Facebook puis Instagram, Oui? on peut voir comme une grosse cicatrice sous sa lèvre. Là. Oh my Puis, goodness. je vais pauvre t'expliquer bientôt comment c'est arrivé. elle. Ah, je veux même pas savoir. Il y a des attaques trop douloureuses, trop humiliantes, que May elle refuse de les raconter au docteur qui l'examine avant son procès. Puis en plus, elle buvait tellement pour noyer sa douleur. Combien d'attaques physiques et sexuelles a-t-elle oublié? Puis là, je le sais qu'on a un trigger warning au début, mais je te redonne un autre trigger warning gigantesque avec un attache tatuc en plus. Mon Dieu! Oui, comme sauter les prochaines couples de minutes si vous ne voulez pas entendre ça. Là. C'est des descriptions d'abus physiques et sexuels grotesques. J'ai pas d'autres mots pour l'expliquer. Non, OK. Mais moi, j'ai même pas le choix. Je peux pas skipper. Je te J'ai rappelle pas le choix de l'écouter. que c'était ton idée de faire le podcast. May raconte qu'un soir, elle et Ernie s'étaient saoulés avec du mauvais vin. Ils retournent à la maison et May s'installe dans son lit et tombe endormie. La prochaine chose qu'elle se souvient, c'est qu'elle s'est réveillée à cause d'une douleur extrême entre ses jambes. Elle voit Ernie là, entre ses jambes, en train de la violer avec une bouteille d'alcool en vitre. Non, c'est gross. Arrête. Je veux pas entendre ça. Elle dit qu'il y a du sang qui coulait. Que... Dans une autre folie d'alcool, Ernie brandit une hache contre May. Arrête. Je sais pas si c'était un jeu de comment proche qui pouvait frapper. Un jeu. C'est une asti de marde, là, toi. C'est un asti de malade. Non, un jeu avec une hache. Ben oui, toi. Non, mais je comprends pas. En tout cas, j'essaie Ouais. pas de comprendre non Non. plus. Là. OK. Mais comme d'une façon ou d'une autre, il donne des coups d'hache entre les jambes à May, puis il parvient à trancher son clitoris. Oh my God. Oui, mais je sais, j'ai mes mains devant ma bouche, là, puis mon nez, mais c'est parce que c'est horrible. May a dit qu'elle pouvait plus bouger pantoute. C'était extrêmement douloureux, Ben no shit. puis ça devenait très enflé. Oh, fudge. Avec chaque pas qu'elle prenait, la douleur s'intensifiait. Ah, Elle Oh, réussit quand même à se rendre chez de la famille pour se faire soigner, pour leur montrer la blessure. Puis évidemment, tout le monde y ont dit à May de rapporter l'attaque à la police, mais May elle refuse. Si Ernie est arrêté, il va perdre son emploi, puis on n'aura plus d'argent. ben, qu'il perde son emploi, puis qu'elle a travaillé, je sais pas, moi. Ouais, je sais bien, là, mais Non, je comprends, mais comme ça vaut pas la peine, ça vaut pas tout ce mal-là. Mais elle se rend jamais, pas une seule fois, à l'hôpital pour ses blessures. Voyons!
Elle dit qu'il n'y a pas de médecin disponible à Vermilion Bay. Des dizaines de cicatrices recouvrent son corps, en motons, une par-dessus l'autre, tous mal guéris. Son poignet droit a été cassé, puis est guéri tout croche. Oh my gosh! Son poignet gauche a été cassé aussi. Son nez a été cassé à au moins 3 reprises. Puis ça l'a tellement mal guéri que May elle a de la difficulté à respirer. Ça, c'est une des chirurgies reconstructives qui lui a été recommandée, de reconstruire son passage nasal. Tu sais, imagine, là, elle n'a jamais été à l'hôpital. Il faut qu'elle enlève, comme il faut qu'elle vive avec ce mal-là tout le temps. Là. Oui. Arc. Comme des os cassés, puis toutes sortes d'affaires. Elle aurait dû avoir des points de suture. C'est incroyable. Le couple se rendait souvent dans un camp dans le bois pendant l'été, à environ 50 km au nord de Vermilion Bay. Mais c'était certainement pas une vacance pour May. Une fois au camp, Ernie frappe May au visage avec une bouteille de 26 onces d'alcool pleine. Oh my God! Ça déchire une grande partie de sa lèvre supérieure. Elle perd 3 dents à cause du coup. Arc! Pauvre femme! Ma lèvre, elle pendait juste là, dit May. Et on voyait mes dents à travers le trou. C'est ça que je te disais tout à l'heure dans la photo, là, on voit cette cicatrice-là. Puis éventuellement, sa lèvre a guéri tout croche parce qu'il n'y a pas eu de suture. Hey! Ça se voit dans la photo. Oui, mais tu sais, elle dit elle pendait là, comme qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Elle s'est soignée elle-même, du mieux que je sais. Malade mental, ce monsieur-là, là, sérieusement. Arc. Une autre fois, dans le bois, en train de cueillir du riz sauvage, Ernie donne 2 coups de pied dans le dos à May, sans aucune raison. Il la lance sur le sol et place ses mains alentour de son cou. May a dit qu'elle a vu des spots noirs dans sa vision, puis que ses oreilles sillaient. Tu sais, elle décrit être en train de perdre connaissance, en train de mourir. Mm-hmm. Elle a réussi à pogner les testicules à Ernie, puis elle les serre le plus fort qu'elle peut pour qu'il arrête de l'étrangler. Puis après ça, Ernie se penche vers elle, puis il lui mord le nez. Elle a encore les marques de dents sur son nez pendant son témoignage en cours. Mais elle raconte pas n'importe quoi. Ses histoires de violence sont documentées partout sur son corps. Des fois, Ernie la frappait partout, même au visage, avec ses bottes de travail. Tu sais, des bottes steel toe. Oui. Des fois, il la brûle avec une cigarette. Mais il a des cicatrices de brûlure de cigarette sur ses 2 bras, 3 sur son dos, 1 sous son menton, 2 sur sa taille, 1 sur son ventre et 2 autres sur ses jambes. Écœurant. Mais elle montre ses cicatrices à la cour pendant son témoignage. Elle dit que Ernie la brûlait pendant qu'elle était inconsciente d'avoir trop bu. La douleur des brûlures la réveillait, même quand elle était blackout drunk. Seigneur. Dégueulasse. Ça n'a pas de bon sens. Non, c'est une petite malade. Pourquoi est-ce que j'ai enduré tout ça, dit-elle à la cour? Parce qu'il était le père d'un de mes enfants et je l'aimais. Je croyais qu'il changerait. Puis je voulais pas qu'il perde son emploi. Au début, mais elle rapporte pas les abus à la police. Mais à partir de 1984, fait qu'environ 1 an avant le meurtre, elle avait appelé la police, pas 1, pas 2, 16 fois. 16 fois? Wow. Puis du mieux que j'ai pu trouver, la police n'a jamais rien fait. Voyons donc. Oui. Mais elle raconte qu'une fois, il me donnait des coups de pied et disait qu'il me tuerait en m'allumant en feu. Il y avait un regard tellement fou dans son visage. J'ai appelé la police, puis le constable m'a dit « Ah oui, il a déjà été chargé pour incendie criminel avant. Fais juste le jeter en dehors de ta maison. » Ben oui, toi. C'est facile de même jeter en dehors quelqu'un de ta maison, puis pourquoi qu'ils viennent pas l'aider, là? Tu sais, fait que Mère a décrit que au téléphone, la police lui a dit de le jeter en dehors. Ils se sont même pas dérangés pour aller là. Ça fait du sens, ça. Oh, misère. Pauvre femme. Partie 5. Je suis survivante. Suite au témoignage de May, Maître Brodsky adresse le jury. Je sais pas comment chanceux que vous pourriez être de survivre si longtemps que ça. Frappé au visage avec des bouteilles, attaqué avec une hache, brûlé par des cigarettes
et violée avec une bouteille d'alcool en vitre jusqu'au sang. Mais May, elle, a survécu. Elle n'a pas besoin d'aller en prison. Son incarcération n'accomplirait rien du tout. Bref, la défense demande au juge de ne pas punir May, même si elle a plaidé coupable. La couronne est dans une position assez difficile, puis ils le savent très bien. Ils demandent que May soit condamnée à 6 mois de prison. Tu sais, je suis content qu'ils ne demandent pas pour quelque chose de ridicule, comme 10-15 ans, là, mais je suis quand même pas d'accord. Non. L'avocat de la couronne, Maître Ross, dit qu'il sent les yeux à May dans son dos pendant qu'il adresse la cour. Il déteste avoir à demander une sentence pour May, elle qui a clairement été une victime pendant 16 ans. Mais un meurtre a quand même été commis, et la cour doit envoyer un message que c'est pas acceptable. La couronne dit qu'une incarcération de 6 mois placerait pas un fardeau irraisonnable sur la vie de May. Sa vie continuera après 6 mois. Brodsky saute sur ses pieds en entendant les arguments de la couronne. Puis là, je connais pas les procédures de la cour, je sais pas si c'est vraiment ça qui est arrivé, mais c'est ça qui est écrit dans le journal. Ouais. Okay. C'est peut-être exagéré, ça sonne un petit peu exagéré. En tout cas, Brodsky dit « Personne ne sait dans quelles circonstances Ernest Pelly a été poignardé ce jour-là. Puis en plus, la police n'a aucunement documenté les blessures que May avait lorsqu'elle a été mise en état d'arrestation. Ils n'ont pas pris de photos, ils n'ont rien noté. Rappelle, je te dis, elle avait de l'air tabassée. Oui. Elle a probablement poignardé suite à une chicane. Ça n'a pas sorti de nulle part. Tu sais, puis elle avait appelé la police 16 fois pendant la dernière année. Exactement. Puis elle s'avait juste fait dire « Jette-les en dehors ». Oui, c'est ça. Vraiment, c'est comme un arrange-toi tout seul. Oui. C'est ça que Brodsky est en train de dire. Elle s'est fait dire de s'arranger tout seul. Fait qu'elle s'est arrangée tout seul. Ben oui. Brodsky est en crise, puis moi aussi. Le juge dit qu'il a besoin d'une couple de jours pour considérer les témoignages et la preuve dans le cas avant de livrer sa sentence. 5 jours plus tard, May retourne en avant du juge pour entendre sa décision. Tu penses, Mireille? Elle a déjà eu une vie de merde, j'espère que ça sera pas coupable, mais j'ai comme... Je sais pas, j'ai une impression que comme... C'est dur à dire, comme en 86 aussi. Ou peut-être... Oui, c'est 86. Il demande juste 6 mois, mais je sais pas. J'espère que c'est pas coupable, mais... J'ai comme... Souvent, c'est de la merde, là. I don't know. Justice Dupont reconnaît que May, elle se souvient pas des événements. Il reconnaît aussi que May a souffert d'innombrables attaques qui l'ont laissé avec des cicatrices partout au corps et un visage partiellement défiguré. La condamner à une sentence quelconque la réduirait à un niveau sous-humain sans aucun droit. Le juge dit qu'elle ne pose aucun risque pour la communauté et qu'elle coopère pleinement avec ses traitements d'alcoolisme au manoir Clarissa. Oh, good. Il n'y aura pas d'incarcération, déclare Justice Dupont. Oh, je suis contente. Mais éclate en sanglots. Oui. Elle avait peur d'aller en prison. Au lieu, May sera en probation pour une période de 3 ans. Pour la première fois dans sa vie, May sera libre. Yeah! Oh, good. Ben, je veux chialer un peu contre Maître Ross, l'avocat de la couronne. Ah, lui. C'est qu'il va dire encore. Oh, il n'a pas fini, là. Ah, ben non. Suite à la décision du juge, Maître Ross dira que la sentence de probation réduit la valeur de la vie à Ernie. Je ne vois pas ça comme un cas de femme battue, il dit. Oh my God! Voyons! Qu'est-ce qu'il veut de plus, aussi? T'as vu, il n'a pas fini de se mettre les pieds dans la bouche. Elle n'était pas prisonnière. Elle aurait pu juste partir. Comme fuck you, Maître Ross. Voyons, monsieur. En disant ça, il n'est pas mieux pantoute que la police qui dit à May de juste se jeter dehors. C'est ça. Wow. Ouais. Tu sais, il est essentiellement en train de dire c'est de sa faute, elle aurait pu juste partir. Mais c'est ça. C'est si facile que ça, s'en aller. Puis c'est drôle, c'est toujours des hommes qui disent des niaiseries de même. Oui. C'est pas lui qui est en train de se faire battre, là. Et vivre ça. C'est insultant. Oui, ça l'est. Il aurait pu juste se fermer à gueule, après qu'il a perdu son cas. Il l'a perdu, ferme-toi. Ouais. Être prisonnier, là, c'est pas limité à être derrière des barreaux. On peut être prisonnier financièrement, émotionnellement, puis il y a sûrement d'autres formes parce que j'étais en crise quand j'ai écrit ça, puis j'y ai pas pensé. Mais elle était prisonnière d'Ernie. Elle l'aimait,
Elle voulait pas qu'il perde son emploi. Puis bien franchement, je m'en calisse pas mal des circonstances que Nate Ross peut s'inventer dans sa tête. La réalité est que May a été tourmentée pendant 16 ans par Ernie. Puis d'après moi, elle a fait une faveur à le monde en entier en se débarrassant de sa grosse tache de merde. Oui. On punit pas la victime, puis on devrait surtout pas blâmer la victime. May a dû commettre un crime pour arrêter son abuseur. Puis la justice, en quelque sorte, la laisse aller. Mais c'est pas ignorer un crime du tout, ça. Qu'est-ce qui a été ignoré ici? C'est May. Quand elle a appelé la police 16 fois dans l'année précédant le meurtre. Pendant 16 ans, son calvaire a été ignoré. Et donc, pour lui rendre justice, on doit ignorer son crime. Avec chaque coup de poing, chaque coup de pied, chaque brûlure, chaque coup de hache que Ernie lui a fait subir. Ah, que les coups de hache, ça n'a pas de bon sens. Il creusait sa propre tombe. Oui. Mais a simplement enlevé la dernière pelletée de terre, puis Ernie est tombé dans le trou par lui-même. Je l'ai découragé un peu comme capoïdaille, là, tu sais. Partie 6. Je suis libre. Yay! Finalement. Après le procès, la vie à May s'est calmée. Fini l'alcool, elle n'a plus de raison de boire. Fini la violence, Ernie est mort. May s'est trouvé un emploi dans un hôtel à Kenora. Elle a des enfants et des petits-enfants. May est une grand-mère bien aimée. Oh. Une couple ouais, ça finit bien. Ouais. Ben, d'une façon. Une couple d'années après le procès, au début des années 90, elle doit commencer un nouveau combat. Elle est hospitalisée à plusieurs reprises pour un cancer du sang. Of course. Mais May ne gagnera pas ce combat. Oh, voyons donc. Entourée de sa famille et en tant que femme libre, May s'éteindra de son cancer peu avant ses 60 ans en 1992. Avant 60 ans? Je ne sais pas exactement si elle a 58 ou 59 au temps de son décès parce que je n'ai pas sa date de naissance. Mais ça fait pas de différence, c'est avant 60 ans pareil. Oui, c'est ça, elle est jeune, oui. C'est super triste. Mais je ne sais pas exactement quel âge qu'elle avait. Oh. Wow. Pauvre madame. Mais je vais finir sur une note un peu plus positive. Mais c'est une des femmes chanceuses, une des survivantes, qui n'est pas morte aux mains de son conjoint. Ouais. Peut-être chanceuse, c'est pas le meilleur mot, Non. mais je pense que tu me comprends. Ce que j'essaie de dire, c'est que May est morte en paix de cause naturelle. Ouais, chanceuse d'une certaine façon, parce qu'elle s'en est sortie sans avoir donné sa vie. Oui, elle a eu une couple d'années à la fin où elle était libre. C'est ça. Ah, pauvre Veldo. C'est ça, comme, il y en a tellement qui survivent pas. C'était mon cas à propos de May Favel. C'est vraiment triste, ton cas. Comme je suis contente des tournures, je suis contente qu'il n'y ait pas eu plus que d'approbation, mais ouf, en même temps, c'était vraiment heavy, là. Ouais, Tu vas-tu finir avec tes cas horribles de femmes battues bientôt, là, parce que c'est tannant, C'était emotional roller coaster, ton affaire. Ben, j'étais justement pour dire, j'ai choisi de raconter celui-là. C'est après le trip féminicide, après Philip Barnett, juste parce que je trouve que ça finissait un peu mieux. Comme à la fin, c'est the good guy wins à la fin de cela, ça. Ouais, comme. Ce qui arrive rarement dans la vraie vie, je trouve. Là, mais... Je veux dire, je suis vraiment contente que le juge, qui était le juge et l'avocat, qui étaient les seules personnes qui ont fait du sens là-dedans, parce que les polices l'ont pas aidé. C'est eux autres qui ont finalement reconnu comme holy shit, là, qu'elle mérite pas ça, là. Mais dans plusieurs de tes autres cas, ça n'a pas fini de même. Là. Comme ce juge ici est très progressif pour ce temps-là, je trouve. Oui. Dire comme ça serait tellement injuste qu'on mette cette femme-là en prison, there's no way. C'est ça. C'était comme la défense, mais c'est une légitime défense, for sure. Absolument. Puis à cette heure, c'est dans la juridiction, non, dans la jurisprudence canadienne que tu peux faire une légitime défense, même si tu n'es pas en danger immédiat. Oui, ça fait pas longtemps. Hein? Dans les années 90, me semble, 80-90, à l'entour du temps ici, là. Ça fait partie du document que j'avais trouvé pour épisode 12, là, d'Adèle Grunke.
Ton cas me faisait penser à une des chansons des Dixie Chicks. Je pense que ça, c'est juste The Chicks, là, mais c'est la chanson de Goodbye Earl. Ah, je connais pas. C'est une chanson où est-ce que c'est une femme qui se fait battre par son mari, justement, puis sa meilleure amie vient l'aider à se débarrasser du corps. Oh, OK. Ouais. Comme la femme, elle se fait... Elle fait sa propre justice. Puis c'est ça, puis c'est comme... À un moment donné, ça dit comme... There's a missing person who nobody is gonna miss, tu sais. Tout le monde est content qu'elle s'en est débarrassée. C'est ça, puis là, comme... Mais la chanson dit un peu qu'est-ce que moi je raconte dans mon histoire, c'est que tout le monde normalise ça, tout le monde banalise ça. Ah, Maybe Ernie, ça se bat toujours, tu sais. Puis il y a personne qui aimait Ernie. Ouais. Puis c'est drôle parce que lui, c'est Ernie, puis dans la chanson, c'est Earl, justement. Il faut jamais normaliser ça. Non. Puis ça disait... C'est ça. Donc, quand le refrain commence, ça dit « Cause Earl had to die », so fallait qu'il meure, tu sais, comme... En tout cas, je veux pas dire que Ernie fallait qu'il meure, c'est vraiment pas ça que je veux dire, là, c'est juste... Ça m'a fait penser à cette chanson-là. Ouais, mais c'est pas exactement triste non plus. Là. Non, mais tu sais qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Je veux pas trop en dire non plus, là. Bon, ben, nous autres, ça fait longtemps qu'on jase, on s'en va se coucher? Oui. Fait que... 11h15. Venez jaser avec nous sur les médias sociaux. On est sur la piste du crime, sur Facebook puis sur Instagram. Pour du contenu supplémentaire, comme des épisodes en direct de Sur le sofa du crime, visitez notre Patreon. Abonnez-vous au podcast sur Spotify, Apple, YouTube pour avoir une notification quand on sort un nouvel épisode. Si vous n'avez rien d'autre à faire, allez écouter Crime de Bin, Crime glacé, Côté sombre et ou Les Petites Frousses. Tous des bons podcasts. Oui, puis il y en a plein d'autres. Mais c'est ça, c'est là. On les connaît. Oui, puis n'oubliez pas de nous donner 5 étoiles. Oui, et merci beaucoup. Merci beaucoup de nous endurer. Et c'est tout. Bye! Bye!